Alors Jean-Luc, tu es médecin psychiatre spécialisé dans le traitement des maladies émotionnelles. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est une maladie émotionnelle? C'est par exemple un trouble anxieux, où ce qui caractérise le trouble anxieux, c'est que la manière de faire face à l'angoisse crée encore plus d'angoisse. Ou quand la culpabilité incite à se remettre en cause et ça crée encore plus de culpabilité. Ou quand la colère crée un agacement d'être en colère. Donc vous voyez, c'est toutes ces réactions face à l'émotion qui, au lieu de réguler l'émotion, crée une émotion envahissante et bien sûr crée un certain nombre de comportements qui vont aussi renforcer l'angoisse. C'est-à-dire que l'inquiet va tout de suite faire quelque chose qui le rassure. Souvent en évitant ce qui l'angoisse d'ailleurs. Voilà. Et donc il est en train de construire l'idée que l'angoisse est dangereuse. Donc après, toute sa vie s'organise progressivement autour de cette croyance que l'angoisse est dangereuse, puisqu'on parlait de croyance tout à l'heure. Tu interviens donc dans les stratégies managériales, gestion et cohésion d'équipe de direction générale. Oui. Et tu es donc directeur exécutif du certificat exécutif coaching de l'ISID en partenariat avec le SCP. Donc tu as de multiples expertises et on a souhaité te convier pour l'expertise peut-être du psychiatre. D'accord. mais je pense qu'il y aura des liens entre les différentes activités. Alors, ce traitement des maladies émotionnelles, quand on parle de l'envie, on aimerait déjà avoir ta définition de ce qu'est l'envie et de quelles émotions cette envie est voisine pour toi. Alors, quand on en a parlé ensemble, je pense que notre échange a traduit une obsession. C'était donner envie. De ta part. Oui, parce que les gens que je rencontre, notamment les patients déprimés, s'il y a bien une chose qu'ils ont pu, c'est l'envie, quoi. Voilà. Et très souvent, les patients anxieux me disent « j'ai pas envie », mais traduire, ça me fait trop peur. Donc, ma pratique, c'est plutôt comment, dans tous ces cas de figure, je leur donne envie de faire les choses, même s'ils n'ont pas envie. Comment je les aide à se confronter progressivement à une émotion qui est la peur, pour surmonter leur peur, en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout dans l'acceptation, en tout cas, ce n'est pas celle sur laquelle je me questionne au quotidien, qui est en quoi je suis envieux des autres. D'ailleurs, on pourrait poser cette question à tous ceux qui sont là. Quels sont les gens que vous enviez ? Bon, on l'a posé beaucoup lors d'une précédente conférence et on le voit, on a beaucoup de mal à recueillir des témoignages de cette envie parce que c'est une honteuse, c'est une caractéristique qui se cache, qui reste cachée. Alors je vais oser, moi je suis très envieux des gens plus jeunes. Voilà, j'aurais le désir de retrouver cette jeunesse. Voilà, et alors c'est quoi la réalité ? C'est pas possible. C'est pas la même chose d'envier les jeunes et d'avoir envie d'être jeune. Ben, les deux, parce que j'ai envie d'être jeune, c'est mon désir. Et la réalité, c'est que c'est pas possible. Donc ça me crée de la frustration. Ça peut me créer des regrets. Ça peut me créer de la nostalgie. Ça peut me créer de la culpabilité aussi. Qu'est-ce que j'ai fabriqué pour vieillir aussi vite, quoi ? Est-ce que j'aurais pas pu faire mieux ? D'ailleurs, il n'est peut-être pas trop tard. Tu soignes ça ? Et oui, et il n'est peut-être pas trop tard. D'ailleurs, peut-être que je pourrais aménager un peu mon quotidien. C'est travailler différemment, faire du sport, avoir des habitudes qui vont ralentir mon vieillissement. Et vous voyez, pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que ça montre bien toutes les émotions qui peuvent se rattacher à l'envie, à ce désir de quelque chose qu'on a pu, par exemple, avec la jeunesse. Et on voit bien que c'est une cascade de processus mentaux et une cascade d'émotions. On pourrait dire que l'envie, sur le plan émotionnel, il y a une double face. Parce qu'il y a de l'émotion positive et il y a de l'émotion négative. Mais être envieux, au départ, c'est plutôt une émotion négative. Et alors, comment on passe
de cette émotion négative à une émotion positive. C'est un petit peu cette cascade émotionnelle où je vous ai montré qu'à un moment donné, on peut peut-être se sortir de cette vrille dans l'émotion négative en se disant mais sur quoi je peux agir? Et sur quoi je peux agir? La vitesse de mon vieillissement, par exemple. Voilà. Alors que l'hypothèse de départ, c'est que je voulais quelque chose d'impossible, c'est retrouver ma jeunesse. Donc souvent, dans le processus d'accompagnement, l'objectif, ça va être d'accompagner le patient ou d'accompagner quelqu'un en entreprise pour passer d'une émotion négative à une émotion positive. Et d'ailleurs, c'est une grande problématique dans les entreprises. Comment on passe d'émotions négatives à des émotions positives? Voilà. Donc ça, on pourra réaborder peut-être un peu plus tard. On va en parler peut-être maintenant. Pour toi, quels sont les facteurs déterminants de cette envie? Là, tu as donné un exemple, mais est-il vraiment pertinent cet exemple? Parce que tu n'y peux rien, quelque part. On n'y peut rien, le fait de vieillir, mais le fait d'être moins intelligent ou d'être moins successful. Alors je pourrais dire j'envie les gens riches. Je pourrais dire j'envie les gens grands. J'envie les gens intelligents. J'envie les gens qui ont une grande aisance sociale. Alors, quels seraient les déterminants de ces envies? Alors, on parle d'envie, de l'envieux, et merci, parce que c'est vrai que souvent, on a des intervenants qui vont nous parler d'avoir envie, du désir, quelque part, et on a vu qu'il y avait un distinguo dans la littérature entre le désir, une envie bénigne, et l'envie, qui est une envie maligne. Et même dans ce distinguo, les chercheurs ne sont pas toujours d'accord par rapport à cette acception. Mais on peut parler des déterminants de cette envie, de l'envieux, et de ce désir passionné. Oui. Alors peut-être avant de parler des déterminants, j'ai envie d'aborder le cadre de réflexion. Quel est le cadre que j'utilise pour réfléchir sur l'envie? Le cadre qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cadre qui est donné par René Girard, c'est-à-dire le désir mimétique, où on considère qu'il y a un fonctionnement du psychisme très tôt dans l'enfance qui nous pousse à imiter les autres. Donc on les imite pour apprendre à parler, on les imite dans leur comportement s'ils ont des conséquences positives. Et ça renvoie plus à Bandura, à l'apprentissage social. Et puis, le sous-jacent dans les neurosciences, depuis une trentaine d'années, on a mis en évidence chez chacun, alors d'abord chez les chimpanzés et puis après chez l'homme, des neurones miroirs, c'est-à-dire ces neurones où en permanence on est dans le miroir de l'autre, où on peut se mettre à sa place, utiliser cette fonction supérieure qu'est l'empathie pour comprendre, calculer ce que désire l'autre et comment nous, on va s'y opposer ou au contraire l'accompagner dans son désir. Donc pour moi c'est très important parce qu'on voit que ce désir, dès le départ, il est positif. Il s'agit de faire beaucoup de choses qui permettent de progresser en imitant. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi dans le soin. L'apprentissage social, c'est quelque chose de très important. C'est observer des comportements et leurs conséquences. Et puis à certains moments, ça nous permet de remettre en cause les schémas qu'on a sur les conséquences de nos comportements. Et ça nous permet d'évoluer. Donc je pense que c'est très important, parce qu'à la fois on parle de quelque chose qui est très compliqué, et puis on parle de quelque chose qui est très simple. Enfin, il suffit de voir des enfants dans un bac à sable pour voir comment l'envie peut aussi créer de l'agressivité, de la tristesse. On le voit dans leurs interactions, quoi. Il suffit qu'il y en a un qui construit quelque chose de beau. Peut-être que si l'autre n'y arrive pas, il prend beaucoup de plaisir à lui piétiner son tas de sable, quoi. Voilà. Et puis, il a un râteau ou une pelle, mais on ne sait pas pourquoi, il préfère le râteau et la pelle de l'autre, quoi. Voilà. Et ça se termine souvent par des cris et par de l'agressivité. Donc, on bascule là un petit peu dans les déterminants. En tout cas, on voit que l'envie, ça peut créer de l'émotion positive, et l'envie, ça peut créer des émotions négatives.
Donc il y a un déterminant qui est dans l'imitation des autres de progresser, de faire mieux. Et puis il y a deux déterminants autour de la réaction de colère qu'il y a quand on envie ce que l'autre a et qu'on n'a pas, où ça peut nous créer à nous-mêmes une émotion de culpabilité. Pourquoi on n'arrive pas à avoir ce qu'a l'autre? Voilà, et quelque chose qui peut basculer dans, oui, dans un processus dépressif. Et puis, on peut avoir quelque chose où cette colère, elle va basculer dans quelque chose de conflictuel, où on peut avoir tout un tas de comportements qui commenceraient par de l'incivilité, mais peut-être une agressivité physique, et puis il peut y avoir des homicides. Enfin, ça peut aller très loin, quoi, cette envie, quoi. Tu parles de culpabilité et ça me fait penser à l'envier. Oui. Quelle réponse de l'envier quand il sent qu'il éveille de la malveillance, du courroux, de l'insatisfaction, du manque? Est-ce que là, le phénomène est aussi... Moi, je réfléchis en marchant avec vous, hein, donc voilà, si j'ai un patient qui a ce type de difficulté, je chercherai à comprendre finalement quelle image il cherche à donner aux autres. Est-ce qu'involontairement ou volontairement il crée de l'envie? D'ailleurs, est-ce qu'il utilise les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y poste? Sachant que l'envier, parfois, a des comportements qui font envie, quoi. L'envie, c'est un truc un peu systémique. L'envieux, l'envié et les émotions négatives qui sont liées à ce processus, sachant qu'on est dans une société où on a l'impression qu'il faut faire envie, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous y poussent. Et alors, les entreprises utilisent ces processus pour nous donner envie d'acheter, quoi. Enfin, on voit bien que la publicité s'appuie beaucoup sur ces processus. Alors, on peut aborder aussi la panne d'envie. Peut-être que tes patients ont oui. beaucoup... Alors, comment on arrive à la panne d'envie? Si on repart sur les déterminants, on voit qu'il y a des déterminants positifs où il peut y avoir quelque chose qui aboutit à une envie de bien faire. Et là, on est dans l'émotion positive, mais où on s'investit dans tous les sujets qui sont intéressants. Et ça provoque ce phénomène qui est facilement observable en entreprise, mais qui a différentes racines, qui est le surengagement, le surinvestissement professionnel. Donc ça serait le déterminant positif. Et puis dans les déterminants négatifs, il y a le surengagement qui est lié à la culpabilité. Vous voyez, et celui-là, j'ai envie de dire, pour moi, il est un petit peu plus dangereux. Ce soir, non, j'allais dire on a un public de femmes, mais c'est pas vrai. Si je regarde à droite, il y a beaucoup plus d'hommes. Ce problème de surengagement avec cette émotion qu'est la culpabilité, je pense qu'il est plus important chez les femmes. Voilà. Alors c'est un constat totalement empirique, hein. Je n'ai pas d'enquête scientifique, mais c'est ce que je perçois beaucoup en entreprise. Quand un homme prend un poste de dirigeant, en général, il est très stimulé par rapport à ce qu'il va réussir. Il ne s'interroge pas beaucoup sur sa légitimité. Et quand une femme prend un poste de dirigeant, en général, son premier réflexe, c'est d'essayer de montrer qu'elle est crédible et de prouver sa légitimité, quoi. Et j'observe ça très souvent, quoi, et de manière très répétitive. Je ne sais pas l'expliquer, hein, c'est juste un constat. Voilà. Mais dans les dynamiques émotionnelles, je vois que le surengagement qui est lié à la culpabilité, c'est souvent ce surengagement qui amène au burn-out, qui amène au syndrome d'épuisement professionnel. Voilà. Parce que la culpabilité, c'est lié à un comportement mental qui est la remise en cause. C'est lié à un comportement aussi qui est le réflexe de faire mieux. Et on est dans des cercles vicieux où finalement, pour se déculpabiliser,
On va avoir tendance à faire toujours plus, à faire mieux. Et c'est comme si on avait un objectif par défaut qui est très élevé. Donc quand on n'est pas clair sur l'objectif, dans le doute, on fait plus, quoi. Voilà. Et ça, progressivement, ça crée les conditions de l'épuisement professionnel. Comment faire pour contrer cette culpabilité en 2 minutes? Alors, ben j'ai envie de dire, la réponse n'est pas dans la question. Il ne s'agit pas de contrer la culpabilité. Très schématiquement, quand on veut travailler sur de la régulation émotionnelle, il y a 3 manières de procéder. Très souvent, dans la peur, ce qui va permettre de diminuer la peur, c'est de se confronter à la peur. Et puis, on va s'habituer. En tout cas, on va s'y habituer si on arrive à comprendre ce qui est contrôlable dans la situation. Alors, ce qui est contrôlable, ce n'est pas l'émotion. Voilà, moi, je suis sur scène, ce qui est contrôlable, c'est ce que je raconte. Et ce que je ressens par rapport à vos réactions, par rapport aux questions que me pose Raphaël, par rapport à toutes les questions que je me pose en parallèle, c'est pas contrôlable. Ça, je suis dans un bain et dans des automatismes où j'oscille entre mon environnement interne et cet environnement autour de moi. Donc, la première chose, ça peut être de se confronter à l'émotion. C'est un moyen de réguler, on s'habitue. Il y a des émotions où il va falloir apprendre à se détendre. Ça serait plutôt la colère. Et puis la culpabilité, il y a une 3e stratégie qu'il va falloir mettre en œuvre, qui est l'acceptation. Plutôt que de faire quelque chose pour me débarrasser de ma culpabilité, je vais accepter ma culpabilité. Et progressivement, ça va passer. Donc vous voyez, c'est comme s'il y avait un entraînement, qui est à peu près toujours le même, qui est de repérer l'émotion, et puis très vite de repérer les comportements qui sont liés à cette émotion. Le fait qu'on en fait plus, le fait qu'on se remet en cause. Et j'insiste beaucoup sur se remettre en cause, parce que vous voyez, si automatiquement je me remets en cause, il faut que j'arrive à me dire, c'est normal que je me remette en cause, c'est mon habitude. C'est ça l'acceptation. Puis progressivement, il faut que j'arrive à ajouter, c'est bien moi. Et que ça arrive à me faire sourire. Donc progressivement, je vais développer, construire un regard positif sur ce regard négatif que j'ai automatiquement sur moi. Voilà. Donc vous voyez, c'est très important. On ne peut pas changer ce qu'on est, mais on peut apprendre des nouvelles choses, des nouvelles réactions. Et au fil du temps, ça change un petit peu ce qu'on est, bien sûr, en retour. Qu'est-ce que ça change? Ça change que progressivement, on mémorise des choses nouvelles qui viennent s'additionner aux autres choses qu'on avait en mémoire. Donc la pondération fait que parfois, ça change un petit peu nos émotions et nos réactions. Mais dans un premier temps, par rapport à la culpabilité, il va falloir l'accepter, quoi. Et puis arrêter de se remettre en cause, parce qu'on n'arrive pas à arrêter de se remettre en cause, par exemple. Vous voyez, qui serait le cercle vicieux émotionnel qu'on rencontre très souvent, et qui parfois, malheureusement, est lié à un soin qui est défectueux, parce que de manière un peu mécanique, on invite toujours le patient à se remettre en cause, quoi. Donc là, ce serait une contre-indication. C'est pour ça que les différentes stratégies sont importantes. Se confronter, accepter ou réguler. Mais ça dépend. Ça dépend de l'émotion, ça dépend du contexte. Il va falloir se poser beaucoup de questions, quoi. Alors l'année dernière, on a écrit sur les routines énergisantes. En fait, on a écrit un livre sur les énergies, les différentes énergies. En cas de panne d'envie et pour éviter le burn-out, quelles routines énergisantes conseillerais-tu? Alors, si on continue sur l'exemple de la culpabilité, j'ai commencé à traiter le sujet. La première routine, c'est d'être attentif à cette émotion-là. Voilà. La deuxième routine qui serait très importante, c'est avant de commencer une tâche, de vraiment prendre le temps de définir l'objectif. Même si on est débordé, même si on est en surcharge, de reprendre ce temps de définir l'objectif utile. Et si on ne le fait pas, on va être dans l'objectif par défaut, qui est très supérieur à l'objectif utile, quoi. Voilà. On vient de faire quelque chose, on a le sentiment qu'on aurait pu faire mieux. C'est prendre l'habitude de se poser cette question. En quoi cela aurait été utile? Voilà, faire mieux, c'est pas toujours mieux, quoi. Ah, et en termes de gestion de l'énergie, parfois c'est catastrophique, quoi. Voilà. C'est comme autre routine, c'est
au quotidien en entreprise, on est confronté à beaucoup de sujets intéressants. Réfléchissons. Hein, on pourrait dire le réflexe, c'est de se dire si le sujet est intéressant, je m'investis dans le sujet. Et il va falloir apprendre à renoncer, en fait. Ce n'est pas parce qu'un sujet est intéressant qu'il faut le traiter. Mais voilà, on a ce type de routine. Hein, donc il faut lutter contre toutes ces routines. Bien sûr, c'est des routines qui sont positives, mais à certains moments, ça peut créer des déséquilibres, quoi. Alors une dernière question sur un autre sentiment qui n'est pas tout à fait celui de l'envie, qu'on utilise beaucoup dans nos quotidiens également, qui est la jalousie. On mélange souvent envie et jalousie. Donc la jalousie, elle a plus rapport avec une rivalité ou quelque part une résistance à la perte d'un acquis, à la perte de quelque chose. Rivalité, compétition dans le monde de l'entreprise sont très présentes, parfois positives, parfois négatives. Dans quel cas sont-elles positives? Quel est ton sentiment à ce sujet? Comment les motiver? Comment les réfréner? Est-ce que la compétition, ça donne de la performance en entreprise? Voilà. Donc c'est quand une entreprise de l'énergie est en compétition avec d'autres entreprises de l'énergie, peut-être que ça donne de la performance. Si on commence à créer de la compétition entre les équipes, dans un environnement complexe où on a besoin dans l'entreprise de coopérer pour créer de la performance, alors la compétition va détruire de la performance. Donc la compétition, c'est pas toujours bon. La rivalité, je suis sûr que c'est pas bon, quoi. Voilà, parce que le jaloux, il veut pas perdre ce qu'il a et il est prêt à tout pour pas le perdre. Voilà, et il peut y avoir des comportements très déviants. Et puis la rivalité, vous voyez, on peut très bien, dans une entreprise, autour de la compétition, de l'imitation, des retours d'expérience, de l'envie de faire ce que font les autres, on peut beaucoup tirer le progrès. Mais à partir du moment où on est en compétition pour un poste, alors là, tous les coups sont permis, quoi. Ça ne va pas créer de la performance. Est-ce que pour toi, c'est l'illustration d'un management défaillant? C'est des idées reçues. Alors des idées reçues et puis parfois des expériences. Il peut y avoir des dirigeants dont l'expérience, c'est qu'ayant mis des équipes en compétition, les ayant mis en rivalité, ça a produit de la performance. Il y a des entreprises, et là je pense aux entreprises de com, de pub, où en interne, les équipes sont en compétition pour avoir les mandats, pour avoir les appels d'offres. Et puis après, ils sont en compétition pour attirer les bons talents de l'entreprise pour travailler sur le sujet, quoi. Voilà. Donc on est dans des entreprises où l'expérience montre que la rivalité crée de la performance. Voilà. Et dans le même secteur, il y a des entreprises de communication qui fonctionnent très bien et qui sont basées sur la coopération, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand un dirigeant d'une entreprise où on est dans la coopération arrive dans une entreprise où le sujet, c'est la rivalité, quoi. Voilà. Et ça serait un bon sujet de coaching. Comment on accompagne cette personne qui est dans un réflexe de coopération à s'intégrer, à trouver du confort et de la performance dans une entreprise où la règle, c'est plutôt la compétition et la rivalité. Un grand merci, Jean-Luc. Merci On va prendre beaucoup. des questions de la salle. Je suis sûre Oui. qu'il y en a quelques-unes. Est-ce que vous avez des questions? J'arrive. Ça peut être des commentaires. Hein, c'est plus un Olivier Dussert. C'est plus un commentaire. Mais quand on parle de ce sujet, de la coopération ou de la rivalité, j'ai envie de dire que ça dépend complètement effectivement de l'environnement économique. Ou quand on prend des gens qui font du sport, et ça marche bien. Ça marche très bien. Bien sûr. Les Federer, Nadal, ils se tirent la bourre. Alors en plus, là, c'est des sports individuels. Hein. Voilà, individuels. Et donc, où il y a de la rivalité, c'est évident. Bien sûr. Et du résultat, et de la performance. Mais les règles sont à peu près claires. Oui. Donc voilà. C'est une question, est-ce que les règles sont claires? En entreprise... Et est-ce qu'on en change ou pas en cours de route? Pour moi, dans l'entreprise, les règles ne sont pas toujours claires.
Voilà, ne serait-ce que c'est quoi le périmètre de l'équipe? Comment on se partage les ressources qui sont celles de l'entreprise? Comment on intervient ensemble auprès du client, sachant qu'on ne lui vend pas la même chose. Donc, comment on travaille sur ces sujets? Est-ce que je présente mes clients à mes collègues? Parce qu'il ne faudrait pas que mon collègue il prenne tout le budget et que moi, je ne puisse plus faire les opérations qui étaient prévues avec ce client, etc. etc. Mais on trouve plein de contradictions. Hein. Donc, on a besoin d'émulation. On a besoin de cette envie de progresser, on a besoin d'apprendre des autres et de l'organiser dans l'entreprise, on a besoin de cette transversalité aussi. Mais c'est vrai que quand on s'oppose pour quelque chose qui est unique, alors ça c'est toujours négatif. Ça c'est la rivalité pour avoir un poste. C'est la rivalité pour avoir certains talents dans son équipe. Voilà, c'est des choses qui ne se partagent pas, quoi. Alors la reconnaissance, bien sûr. Effectivement, selon que le système de récompense est fondé sur la coopération, parce que parfois... Ça me fait sourire parce que souvent il y a un double discours. Hein. Oui, mais il y a de temps en temps dans les incentives, on dit c'est le résultat individuel, c'est aussi le résultat d'équipe. Quand on fait évoluer les gens assez traditionnellement, par exemple, les profils de commerciaux qui sont quand même plutôt dans de la compétitivité, et puis on leur dit, vous avez bien travaillé, vous avez fait un bon chiffre d'affaires, votre promotion maintenant, ça va être de manager une équipe. Et là, généralement, ça vire très mal et c'est pas efficace. Donc, et comment on récompense des gens qui veulent rester, par exemple, dans le secteur de la recherche, qui peuvent être reconnus, progresser, sans qu'ils passent à un système où ils doivent manager les gens. En tout cas, la réflexion que doivent avoir les dirigeants, hein, c'est comment on partage la valeur ajoutée. Oui. Voilà, et comment elle doit être partagée pour que chacun ait le bon niveau de reconnaissance et chacun donne le meilleur, quoi. Mais très théorique, hein, ce que je viens de dire. C'est comment on fait en pratique. Moi, je dirige un cabinet où il y a 35 consultants. Bon, on est beaucoup plus... à privilégier la dynamique collective. Donc, il n'y a pas d'objectif individuel et il n'y a pas de rémunération sur l'atteinte d'objectifs individuels. Alors, ça a plein d'effets secondaires négatifs aussi. Hein. Voilà. Mais ce qu'on a privilégié, c'est la dynamique collective positive. Parce qu'on pense que c'est ça qui est le plus important dans le métier qu'on fait. Oui, c'est plutôt un petit commentaire très rapide, c'est qu'il y a une discipline qui s'appelle la théorie des jeux, qui est en fait une sorte de prolongation de la théorie des probabilités et qui s'intéresse à étudier des situations dans lesquelles il peut y avoir des joueurs qui sont justement en concurrence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ces situations dans lesquelles les joueurs peuvent choisir soit une stratégie de coopération, soit une stratégie de rivalité. Et dans beaucoup de cas, on peut montrer d'une manière extrêmement, par raisonnement logique, si vous voulez, que dans le cas où les joueurs choisissent la rivalité, tout le monde y perd, et qu'au contraire, s'ils choisissent la coopération, il y a un gain pour tout le monde. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ce sont des exemples absolument frappants et qui vraiment font réfléchir à propos de ces questions-là. C'est que vraiment, c'est une idée reçue, effectivement, que la concurrence peut être un facteur de réussite. Bien sûr, ça peut arriver, mais ça arrive beaucoup moins souvent que l'on ne le croit. Oui, moi, mon intuition, hein, c'est que plus on fait des choses complexes, plus ça nécessite de la coopération, de l'ouverture. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Bravo.